Alors, je suis magistrate. J'ai d'abord exercé comme juge d'instruction et j'ai fait un doctorat en même temps que j'étais en fonction. Et à l'issue de mon doctorat, j'ai cherché à trouver une fonction qui soit plus large, en fait, puisque je trouvais que j'avais une utilité que pour les 130 dossiers qui constituaient mon cabinet. Et je voulais avoir un plus grand impact pour la promotion et la protection des droits et libertés fondamentales. Donc du coup, j'ai postulé à la Commission nationale consultative des droits de l'homme comme secrétaire générale adjointe et ensuite j'en suis devenue secrétaire générale. Par ailleurs, dans ces fonctions-là, je me suis fait connaître dans le réseau international des institutions nationales des droits de l'homme et donc j'ai pu être élue par mon espace européen, mes collègues européens, comme membre du sous-comité d'accréditation des institutions nationales auprès des Nations Unies. Et ensuite, j'ai été élue en 2017 présidente de ce sous-comité qui vise à vérifier le pluralisme, l'indépendance et l'expertise de la réalité du travail des institutions nationales des droits de l'homme au service de la promotion et de la protection des droits humains pour qu'elles puissent interagir avec le système international de protection des Nations Unies. Et puis, par ailleurs, j'ai des activités d'expertise et d'enseignement. Alors, la CNCDH, c'est la plus ancienne institution nationale de protection et de promotion des droits de l'homme. Elle a été créée sous l'impulsion de René Cassin en 1947 et elle a accompagné en fait la structuration du droit international des droits de l'homme au plan international et au plan européen. Donc, cette institution, elle a deux grandes missions centrales qui sont la première de conseiller les pouvoirs publics pour qu'ils mettent en œuvre le mieux possible les droits de l'homme, donc le droit international des droits de l'homme, mais aussi le droit international humanitaire. Et l'autre grande mission de la CNCDH, c'est aussi de participer au contrôle du respect par la France de ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Et donc, c'est pour ça qu'elle interagit avec le système européen de protection et le système international de protection des droits humains, puisque l'idée, c'était que dans chacun des États, c'était la grande idée de René Cassin, il fallait qu'il y ait une institution qui soit indépendante de l'État, mais indépendante du gouvernement, mais financée par l'État, qui puisse être capable d'avoir l'expertise suffisante pour pouvoir renseigner les organes supranationaux de contrôle. Et s'associe à ces deux grandes missions transversales une série de mandats particuliers sur des politiques publiques sectorielles en lien avec les droits de l'homme. Et donc, nous sommes le rapporteur national indépendant sur la lutte contre le racisme depuis plus de 30 ans, mais nous sommes aussi maintenant le rapporteur national indépendant sur la lutte contre la traite des êtres humains, sur les phobies LGBT, sur l'entreprise des droits de l'homme et récemment donc sur la question du handicap, de l'effectivité des droits des personnes handicapées. Donc nous avons aussi des mandats très larges qui permettent de conseiller et de contrôler l'action des pouvoirs publics. On travaille simultanément avec nos 64 membres, donc ils sont nombreux, sur des sujets extrêmement variés. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a un groupe de travail qui est ouvert sur la question du handicap, un sur la question de la traite, un sur la question du racisme, un sur la question du traité contraignant sur les entreprises et les droits de l'homme. Nous avons aussi un groupe de travail sur la prostitution des enfants. Nous travaillons sur le projet de loi sur les principes le projet de loi confortant les principes de la République. Nous avons donc une activité très large et on s'intéresse aujourd'hui aussi à la question de la fin de vie ou de la fin de la vie dans la période d'épidémie et liée au Covid-19. Alors, il existe de nombreux échanges, puisqu'en fait, les institutions nationales des droits de l'homme ont été conçues pour être en réseau. Donc, il y a plusieurs réseaux auxquels la CNCDH participe de manière très active. Il y a bien sûr le réseau mondial, où on se réunit normalement à Genève au moins une fois par an, au Palais des Nations. Ensuite, il y a les réseaux régionaux européens qui concernent l'Europe large, donc l'Europe du Conseil de l'Europe. Donc, on est très actif aussi, puisque même la CNCDH a été à l'origine de la création
du réseau européen. Et puis, on assure le secrétariat pour le réseau francophone des commissions nationales des droits de l'homme. On a 3 réseaux essentiels. Alors après, notre rôle, c'est de travailler essentiellement avec notre État. Et par exemple, quand on a travaillé sur l'accord CETA, vous savez, l'accord d'investissement et de commerce entre l'Union européenne et le Canada, on a travaillé avec notre État. On a critiqué énormément cet accord, mais après, on a communiqué, on a coopéré avec notre homologue du Canada pour que le Canada puisse mener aussi un plaidoyer dans son pays, enfin l'institution du Canada. Par exemple, sur les questions qui transcendent l'espace européen, par exemple la question migratoire, on travaille avec d'autres institutions nationales des droits de l'homme d'Europe pour pouvoir harmoniser nos positions et essayer de mener une influence auprès de la Commission européenne. Donc, on a des coopérations par thème sur les questions liées au terrorisme qui a frappé aussi l'Europe de manière assez large. On a travaillé aussi ensemble pour pouvoir partager les bonnes pratiques. Donc, on a énormément de coopération dans les espaces régionaux ou dans les espaces transrégionaux comme l'espace francophone. Alors, les enjeux principaux, je pense qu'ils sont de plusieurs ordres, puisqu'il y a déjà un enjeu de lassitude des citoyens qui ont vu à quel point l'État avait pu les discipliner, puisqu'il a suffi vraiment d'une décision très rapide pour que toute la population soit confinée en mars dernier et respecte ce confinement de manière très, très sérieuse. Et donc aujourd'hui, il y a une sorte de lassitude qui s'est installée, même si tout le monde comprend bien sûr les enjeux de santé publique. Et cette lassitude, elle est aussi, elle n'est pas uniforme. De la même façon que le confinement était très difficile à supporter pour certaines personnes qui n'avaient pas de résidence secondaire avec un jardin, etc. On n'était pas dans les mêmes conditions, donc l'uniformité de la loi peut être problématique après dans sa mise en œuvre. Aujourd'hui, la lassitude n'est pas la même pour toutes les catégories. Et donc, il faut aussi entendre cela, puisqu'il y a donc au niveau individuel une crispation qui peut se créer. Et on a vu, notamment aux Pays-Bas, des mouvements, ou en Espagne, des mouvements de refus des contraintes qui étaient assez forts et qui n'étaient pas du tout encadrés. Et quand il y a des mouvements de foule, il vaut mieux que ce soit encadré par des syndicats, par des associations, etc., par des mots d'ordre. Donc ça, c'est un enjeu au niveau individuel de ne plus supporter ces restrictions. Un autre enjeu serait au niveau du fonctionnement démocratique, puisque je crois qu'on a énormément perdu de capacité au dialogue avec un fonctionnement aussi vertical de la décision publique et avec une réduction de la capacité à débattre collectivement de ces enjeux-là. Donc, on voit bien qu'on est un peu avec un modèle un peu à bout de souffle. Et donc, je crois que la prolongation encore longue pourrait avoir un effet sur une montée des populismes, et on a quand même une échéance électorale très importante en 2022. Et donc, mon inquiétude, c'est que entre les scandales qu'il y a pu avoir sur la gestion de l'épidémie autour des masques, des vaccins, des tests, et la saturation d'une partie de la population face aux restrictions en liberté, qu'il y ait une sorte de volonté de se défouler avec un vote populiste qui pourrait être extrêmement dommageable à tous égards. L'utilisation de ces nouvelles technologies était intéressante dans une stratégie globale où on évitait de faire peser uniquement sur l'individu et son comportement tout le problème de la prévention face à une épidémie qu'on ne maîtrise pas. Donc, au départ, on pouvait concevoir ces outils comme une aide supplémentaire pour pouvoir mieux gérer cette épidémie, mais un élément du dispositif. Ça ne pouvait pas être l'ensemble du dispositif. Mais ce qui m'a personnellement inquiétée, c'est que, alors qu'il y avait énormément de précautions qui étaient prises pour pouvoir dire que le téléchargement des applications de suivi des personnes pour informer d'une éventuelle contagiosité, des cas contacts, etc. Toutes ces précautions, je les ai plus du tout retrouvées quand on a eu la proposition de loi sécurité globale qui proposait donc pas seulement un problème de filmer ou pas les policiers pendant les manifestations, mais qui d'ailleurs c'était assez absent du débat public, mais tout le volet sur les drones était extrêmement inquiétant,
puisqu'il n'y avait pas du tout les garde-fous habituels que l'on peut trouver dans les projets de loi autour de la question de qui conserve les données, combien de temps, est-ce qu'on peut avoir un accès aux données qui nous concernent, est-ce qu'il y a une transmission de ces données à des services qui sont habilités ou pourquoi, sur quels critères, et de l'usage évidemment que pouvait être fait des fichiers qui allaient être interconnectés. Cette proposition de loi évoquait quand même comme une ouverture possible d'utiliser la reconnaissance faciale. Et donc là, on était dans quelque chose qui avait été peu débattu au niveau public. On n'en avait jamais parlé en fait. Donc d'utiliser des moyens pour être filmé, alors qu'aujourd'hui, quand il y a un radar, on doit vous prévenir qu'il y a un radar sur la route. Mais là, pour le coup, quand vous alliez être filmé dans l'espace public, vous pouviez ne pas le savoir, puisqu'il y avait énormément de dérogations possibles, et puis parce qu'un objet qui vole au-dessus de votre tête, vous ne pouvez pas dire coucou, vous risquez d'être filmé. Donc le problème qu'il y avait, c'est que sans avoir eu un débat préalable, on était dans une bascule, pour moi, de paradigme. Donc, on est passé d'un discours très raisonné autour de l'usage des données personnelles dans le cadre d'une lutte légitime contre une épidémie, à quelque chose de très attentatoire à notre modèle de concevoir l'espace public dans notre société démocratique, avec l'usage des drones de manière extrêmement large, sans que soient résolues toutes les questions du régime juridique approprié pour préserver la vie privée, les données numériques, l'interconnexion des fichiers, l'usage d'une technologie qui est quand même encore peu aboutie, qui est la reconnaissance faciale. Et donc là, on basculait dans un risque de contrôle social, et je pense qu'il fallait absolument combattre cette proposition de loi sur la sécurité globale, ne serait-ce que pour cet élément-là. Dans l'actualité récente, il y a toujours énormément d'événements, donc c'est difficile d'en choisir un, mais je crois que la diplomatie des États-Unis pourrait être, enfin le changement de paradigme dans la diplomatie des États-Unis pourrait être un élément intéressant, puisqu'on a eu deux annonces qui étaient déjà des annonces de campagne, hein, mais le président américain a annoncé d'abord le retour dans les accords de Paris, qui sont essentiels pour pouvoir avoir l'espoir de traiter cette crise climatique qui sévit déjà très largement. Et le deuxième élément, c'est le retour d'une candidature américaine pour le Conseil des droits de l'homme. Donc, vous vous en souvenez, le Conseil des droits de l'homme, comme les accords de Paris, avait été dénoncé de manière extrêmement brutale par la diplomatie sans filtre de Donald Trump. Ça n'empêchait pas, en fait, il faut avoir une lecture plus large, que donc les diplomates américains continuaient à travailler sur le sujet et n'étaient pas absents du champ des droits de l'homme, pas du tout. De même que les États-Unis peuvent avoir, État par État, un bilan pas si négatif sur le front de la lutte contre le dérèglement climatique. Mais cette annonce peut vraiment faire basculer positivement les choses pour pouvoir avoir un retour des États-Unis sur la scène internationale en faveur des combats universels que sont l'environnement et les droits humains. Et pour moi, l'environnement et les droits humains sont une chose absolument liée. Ce sont les deux facettes d'une même médaille. Donc, c'est une très bonne nouvelle, et on n'a pas tant de nouvelles dont on peut se réjouir. Donc, autant se réjouir de celle-ci. Je crois déjà que les étudiants doivent avoir conscience de leur capacité et de leur puissance pour changer les choses. Je crois qu'aujourd'hui, les nouveaux mouvements pour promouvoir et protéger les droits humains ont énormément changé, passent énormément par des outils numériques, comme les pétitions en ligne, comme les hashtags. Et donc, cette politique du numérique peut être une chance inouïe, surtout parce que les étudiants sont cette génération qui est très à l'aise avec les réseaux sociaux, avec ces nouvelles facultés en fait, de communiquer en abolissant complètement les frontières sur des thématiques qui sont universelles. Donc, je crois qu'il y a une façon de mettre à l'agenda politique assez facilement des sujets d'envergure et de récupérer ainsi un mécontentement général autour de problématiques communes. Donc, les étudiants ont une force de frappe inouïe, parce que justement, on a moins besoin d'intermédiation pour pouvoir mener ces combats. Ensuite, les étudiants juristes ont tout
toutes les clés pour mener aussi des combats sur le plan judiciaire, puisqu'il y a aussi aujourd'hui, ce que je constate, une revitalisation du rôle du juge qui est devenu un peu l'arbitre de l'incurie de l'État, l'arbitre de l'insuffisance de l'État. Donc, on peut penser bien sûr à l'environnement, l'affaire du siècle, etc. Mais il y a plein d'autres domaines où on pourrait tout à fait saisir la Cour européenne des droits de l'homme, les comités des Nations Unies, travailler dans le cadre de l'examen périodique universel ou tout simplement intervenir devant les juridictions nationales, que ce soit des observations devant le Conseil constitutionnel ou devant des juridictions nationale. Donc, les étudiants juristes ont aussi cette faculté de mobiliser, au-delà du militantisme, d'utiliser les outils juridiques pour pouvoir faire avancer des causes. Et en plus, on est dans un monde où on a besoin de communiquer les uns avec les autres et de faire du lien. Et les étudiants d'aujourd'hui savent parler des tas de langues étrangères. Et donc, il y a aussi cette faculté de mettre la planète en contact et de pouvoir retrouver un écho à l'autre bout du monde et d'échanger des bonnes pratiques. Donc, c'est aussi cette force d'entraînement des uns et des autres où on saisit, par exemple, tel juge en s'appuyant sur ce qu'ont fait d'autres pays aux Philippines, d'autres étudiants aux Philippines, au Portugal, etc. Et donc, on arrive à construire une sorte d'alliance entre cette nouvelle office du juge qui est revitalisé et ces étudiants juristes qui envisagent l'avenir en utilisant ces outils-là pour pouvoir faire avancer des causes.